Ruiner. Écrire pour ne pas leur ressembler et ce, même si après-demain ne ressemble à rien. Le faire, quoi qu'il m'en coûte. Comment vivre autrement, avec ses formes et ses pensées en tête? Comment vivre apaisé? Quand j'écris, je n'existe pas plus que ça, mais, si je m'arrête, je meurs à petit feu. Je me consume de l'intérieur et ce qui me brûle attise mes angoisses. Pour celui qui ignore le besoin de conjuguer en dansant avec les mots, il est difficile de comprendre cette attitude, cet entêtement à vouloir coucher des mots encore et encore, de faire des phrases qui noircissent le papier, qui se destinent à de longs voyages vers d'autres horizons. Que d'autres regards puissent s'en emparer, se les accaparer. Impossible de garder cette tête pleine de lettres folles. Je dois les extraire de mon gisant, car, dès qu'elles voient le jour, elles ne m'appartiennent plus pour se donner à la poésie, rien qu'à la poésie. Je n'ai aucun besoin de notoriété, mais j'ai le désir, somme toute assez simple, de voir échouer sur du papier imprimé les quelques lignes d'encre perfusées de mon sang. Qu'elles s'offrent à d'autres, qu'elles se partagent. Je sais qu'un jour des cœurs seront touchés, que des yeux ébaudis me feront honneur en s'embuant, comme quelques maudits l'ont fait déjà pour moi, en m'émouvant aux larmes. Les bons textes sont légion, j'en ai trouvé partout sans quête particulière. Au hasard des rencontres, d'idées en partage, en piochant çà et là, d'étagères poussiéreuses en rayons d'encre fraîche. Jamais je ne me lasse. Ma vie est bien trop courte pour m'abreuver de tout. Ma vie me désespère. Nulla dies sine linea. J'ai commencé tout petit à coucher mes pensées sur le papier. Besoin irrépressible de me vider le crâne, sans la nécessité de me confier corps et âme à une sorte de journal intime, mais avec cette peur de trop en garder, de ne plus avoir de place pour de nouveaux acquis, de nouvelles fulgurances, il me plaisait à le penser, de nouveaux départs, un nouvel essor. J'avais dû devenir un joyeux sentiment, je rêvais d'un avenir un petit peu différent, j'y voyais un chemin, un bel imaginaire, une histoire, un destin, j'y croyais dur comme fer. Mais d'autres ont su me dire, sois sage, fais pas de tâches, il faut sans coup férir te mouler dans la masse, sois homogène, gêne pas le passage. Puis est venu l'âge adulte qui n'en a que le nom. L'âge de tous les abandons, de tous les renoncements, de toutes les vocations oubliées sur l'autel de la sacro-sainte raison et des éternelles convenances. Pour autant, malgré des occupations d'importance, je n'ai jamais cessé d'écrire mes joies, mes peines, pour ne pas sombrer dans la folie de l'immonde monde qui m'oppressait en me pressant comme un agrume. Telle une thérapie indispensable, propre à rétablir un équilibre devenu instable. Tant et tant d'hésitation, tant et tant de manque de conviction pour aborder chaque engagement dans le monde des habitudes obligées. Mais cette société m'a imprégné de ses malheurs. Elle m'a permis d'écrire quelques belles phrases à partager entre condamnés. Il faut reconnaître au malheur les mêmes vertus que celles du bonheur, car ils sont tous deux des vecteurs d'inspiration inépuisables. Je rencontre Michel dans un bar de nuit. Nous buvons du mauvais champagne, hors de prix, en compagnie de deux jeunes femmes souriantes, avenantes et trop peinturlurées. En fin de nuit, nous décidons de déjeuner ensemble à midi. Michel n'a plus de boulot. J'ai besoin d'embaucher quelques bonnes volontés pour la boîte où je suis petit chef. L'homme m'apparaît avoir suffisamment d'entre-gens pour le job. Au repas, il me réveille d'une longue léthargie avec quelques phrases, d'apparence anodine, mais pleines de bon sens pour moi. Il me dit: perdre sa chemise n'est rien, mais perdre ses rêves, renoncer à ce qui fait de nous des êtres existants, uniques, c'est la catastrophe.
Je n'ai jamais regretté d'avoir essayé. Jamais. Je vais continuer tant que je perçois mes bonnes vibrations. Nous connaissons tous notre chemin. Seule la peur nous empêche. Michel se consacre depuis des années à sa carrière de comédien, sans grand succès. Il vit au coup par coup, mais il ne semble pas en être affecté, parce que, dit-il, « J'ai vraiment envie de ça. Je dirige ma vie dans une seule direction pour ne pas me perdre », précise-t-il. Persévérance, entêtement, tout dépend des motivations. Dans tous les cas, il est trop tôt pour le dire. La réalité, c'est qu'il n'a pas d'autre dessein depuis l'enfance. Il n'endure rien, seul le regard des autres lui font penser à sa précarité, à sa relative pauvreté. Au dessert, je crois qu'il n'a pas vraiment d'autre choix. Ce qui semblerait lucide pour ses voisins serait une hérésie pour lui. Je l'embauche dès le lendemain pour une période d'essai qui, je le sais, ne sera qu'une période d'essai. Quant à moi, je démissionne le mois suivant de mon confortable poste, bien décidé à suivre l'exemple de mon nouvel ami. Je consacrerai ma vie à l'écriture, tant que le feu sera en moi. Me contenterai de droits d'auteur dérisoires, mais suffisants pour acheter de bonnes nouilles. J'en avise mon entourage qui me dit « Comment ? Tu jettes le bébé avec l'eau du bain ? C'est une ineptie. Prends des garanties. Tu vas te retrouver à la rue, à la charge de la société. » Tout ceci est fortement exagéré, car en vendant mon appartement et avec mes miettes de droit sur le déjà publié, je peux tenir quelques années, me consacrer à mon exigeante maîtresse toute de plein et de déliés. Tout comme Michel, avec qui j'ai gardé d'excellentes relations, je n'ai jamais souffert de mes nombreuses déconvenues financières. L'investissement est différent. Se contenter d'aligner quelques billets ne fait pas de vous votre héros favori. Perdre son bel argent pour faire aboutir un projet qui vous tient à cœur est une récompense en soi. Dès lors, choisir entre qui nous sommes en réalisant notre soif d'être et la tranquillité mortifère d'une vie que l'on sait ne pas nous convenir devient facile. Se ruiner pour une idée ou pour un acte que l'on juge nécessaire devient une évidence pour qui pense avoir une vie qui lui est propre. Se ruiner pour une idée, pour ne pas mourir la tête vide, est le projet déterminant. Toute autre considération mène au regret qui, quoi qu'on en dise, conduisent tout droit à l'amertume. La ruine n'est pas toujours au rendez-vous, mais ne penser qu'à elle interdit toute avancée significative. Faire ce que l'on doit faire, au sens viscéral du terme, pour ne pas mourir vivant, tout en dedans, en attendant la mort, la vraie. Le mieux, pour ne pas finir en ratiocinant, si j'avais su, est d'essayer ce qui nous tient à cœur du creux de notre gisant. Essayer et essayer, encore et encore, car jamais la liste ne s'arrête. Mais dans la pratique, changer du tout au tout n'est pas si simple. Pour la plupart d'entre nous, la peur précède chacun de nos actes dès lors qu'ils ne sont pas coutumiers. Sortir de nos habitudes demande un pas souvent difficile à franchir. La supposée perte d'un acquis que l'on souhaiterait définitif, question de tranquillité, et l'amour immodéré que nous lui portons nous laissent tout tremblotants. Cette peur est assez facilement surmontable. Elle est quantité négligeable face au regard des autres. Lui nous paralyse. Le regard des êtres aimés et ce qu'ils croient, en toute bonne foi, bon pour nous, est difficile à soutenir. Seulement, il s'agit de nous. C'est nous qui savons ou devrions savoir. Les problèmes d'argent, si nous n'y prenons garde, deviennent notre seule bonne fortune. En fait, nos bons desseins, tant qu'ils seront lettres mortes, seront nos hantises de demain. Un frein à la sérénité, au calme enfin, à la paix que devrait inspirer le poids des ans. Commencer par effleurer l'idée qu'un homme de bien ne possède rien et non point sourire me semble un bon début. Ce sont nos idées et les changements qu'elles impliquent, souvent envers et contre tout, contre tous, qui font qu'à ce moment précis de notre vie,
nous cessons d'être des pions. Ce sont nos mouvements perpétuels qui donnent à notre monde sa bonne rotation. Ce sont nos essais, notre refus de la petite mort en uniforme bien sage et bien pensant, qui nous cloisonnent dans des boîtes comme à tous ces modes de conditionnement plus modernes et plus pernicieux, chaque jour, qui abondent, qui nous étouffent, au point de nous asphyxier en nous laissant sans voix. Comprendre que nos itérations érodent le sens de notre existence, en prendre acte. Que serait le monde sans l'utopie de quelques-uns? A priori, la Terre serait encore plate. Pasteur, Baudelaire, Van Gogh ont-ils privilégié l'opulence et la sécurité à l'idée et au besoin de faire? Peut-on imaginer plus sotte attitude que celle d'ignorer ce qui fait de nous une raison d'exister, un être unique, un candidat au bonheur? Un peintre sans un pinceau à la main n'illusionne que lui-même. Pour ceux qui réfléchissent encore en savourant une foultitude de petits plaisirs, ceux qui ne veulent pas suffisamment, ceux qui commentent en spectateurs avisés et osent donner un avis sur ce qu'ils ignorent totalement, ceux qui affirment jusqu'au point du jour qu'ils avaient la capacité de, ceux-là connaîtront comme une sorte de naufrage, sombreront à coup sûr dans la rancune, la jalousie, pire encore, ils seront probablement malheureux. Devenir un être de renoncement et de soumission est le seul choix qu'induit nos sociétés dites modernes. Exister n'est plus de notre ressort. Nos vocations nous sont édictées. Même si l'acceptation de ce mode de vie furtivement imposé n'est pas l'adhésion, dans tous les cas, elle nous noie dans un cloaque où nous perdons pied. Notre honneur est de ne pas se perdre et d'aller où bon nous semble, car se perdre dans ce monde, c'est oublier qui nous sommes vraiment. À force de confondre notre devoir et celui suggéré par nos systèmes, nous égarons nos volontés, perdons les règles de notre jeu. Posséder une idée, un savoir, sont des richesses authentiques qui nourrissent le présent tout en préparant un possible avenir. Le trésor est un mythe pour faire patienter les pauvres, et pourtant la possession matérielle est le pire des esclavages. Elle fait de nous des nécessiteux du bonheur. Se ruiner pour que, vivre, soit une bonne idée. Ma vraie vie peut commencer. Au fil des ans, tant bien que mal, je sème çà et là de nombreux textes. Certains de mes ouvrages sont publiés et trouvent un petit public d'initiés qui me suit. J'écris des articles de presse, des billets d'humeur, des chansons, des pamphlets, quelques sketchs et beaucoup de poésie. Je produis sans me lasser malgré de très modestes rémunérations. Pour certains, je vivote. Moi, je suis bien et, plus j'avance, plus je me dis que le temps qui nous est imparti est très court. Il eût été ridicule de ne pas faire ce qui me tenait, ce qui me nouait. Quand je ne trouve pas d'éditeur, je publie à compte d'auteur. Ainsi mes poèmes qui sont, à mon sens ma grande œuvre, mon principal, voient le jour. L'ensemble de mes écrits n'a aucun écho significatif dans le milieu littéraire, mais cela m'importe peu. La question d'une quelconque légitimité ne se pose pas. Je n'ai nul besoin de reconnaissance, de considération, d'éloge ou d'étiquette qui m'assurerait une place dans une catégorie enviable. Seul je suis, et seul je serai devant mes pages blanches, prête à se noircir au gré de mes élans. Je ne réussis pas, j'existe comme je l'entends. La plupart de mes fabrications dorment avec moi, à mon chevet. Ça me suffit. Michel trouve quelques rôles de ci de là, puis une publicité fromagère le lance sur le devant des scènes. Nous nous croisons de temps en temps. Un vrai bonheur. Nous sommes devenus des frères de substitution. Nos retrouvailles festives éclairent nos routes. Avec le temps, ma propension à m'approcher de gens qui osent, qui plaquent tout pour un projet, qui veulent vivre une passion qui les tient en laisse, ne se dément pas. Toutes ces personnes ont un point commun, et ce, quelle que soit la réussite de leur projet, malgré les nombreux échecs financiers. Ils sont apaisés, tranquilles et sereins, cuit. De belles âmes enthousiastes, aux humeurs rieuses,
au plaisir abouti et toujours animé par d'harmonieux mouvements. Un festival de gestes gracieux qui ont gommé les regrets amers. Je croise Juliette qui, à mi-vie, a choisi d'être paludière à Guérande. Elle évoque son passé de cadre, son niveau de vie confortable sans nostalgie. Tandis que ses deux ados hurlent le loup parce qu'elle a vendu son patrimoine pour donner corps à son idée. Mais Juliette n'avait pas d'autre choix. Vendre toutes ses possessions n'était pas un sacrifice pour elle. Le sacrifice eût été de privilégier son image sociale au profit de son désir profond d'exister à sa sauce. Le droit d'exister. Quoi de plus naturel en somme? Le regard des voisins qui, sur le fond du problème, s'en foutent, devait-il entraver la marche de son histoire? Hélène et Jean-Michel, dealers, décident de cesser leur activité coupable de buralistes et se lancent, bien avant la mode, dans la culture de la spiruline. Jean-Michel, désavoué et déshérité d'avance par des parents qui n'ont pas choisi ça pour lui, qui se demandent terrorisés « que va-t-on penser d'eux ?» qui ne se sentent pas de taille pour supporter toutes ces moqueries, Jean-Michel fut affecté, mais décida que trop c'est trop. Hélène se fâcha tout rouge et ne poussa plus jamais la porte de ses beaux-parents. Omar choisit la musique dodécaphonique en écoutant par hasard à la radio une suite pour piano d'Arnold Schoenberg. Il donne sa démission le jour même, décide d'être compositeur de la dite. Par la suite, il devient gardien pour subsister, mais compose joyeusement jusqu'à la surprise désagréable de son trépas. Henri, mon bon voisin, adepte des jeux de mots laids, d'ubuesques plaisanteries, d'objets insolites, décide de convertir toutes ses économies et celles de son épouse dans un musée pataphysique. Après une dizaine d'années, ils mangent leurs nouilles avec de l'emmental tout en riant de leur nouvelle farce. En tirant le diable par la queue, qu'il a bien cherché. Etc., etc. En quelques années, moi qui a priori n'avais pas besoin d'amis hormis mes livres lus et à écrire, j'en trouve des qui me conviennent, sans les chercher et, à foison. Les passions rassemblent. Les vivre pleinement unit les femmes et les hommes. Sans chichi, sans chimère, ils connaissent le même amour. Tous ses amis sont devenus les rois du monde en s'écoutant rêver. Tous semblent heureux ainsi. Nous sommes tous des besogneux, artisans de nous-mêmes. Si besoin, nous renonçons à la notoriété sans état d'âme. Car nous savons qu'elle n'est rien qu'une illusion, que son importance est toute relative. Parfois, je croise des candidats au changement qui me demandent « Mais vous en vivez ?» Je sais d'avance que leur désir d'autre chose n'aboutira jamais. Une vocation ne se chiffre pas. Les bonnes idées qui nous animeront n'ont pas de prix. Elles sont bien au-delà de notre petite personne. Elles nous dépassent et, c'est pour cette raison qu'elles subliment notre existence. Alors oui, j'envie de l'écriture. Bien mieux que cela, j'en vibre. Le son que je tire de cette vibration est pur, cristallin, magique, et en aucun cas, je ne veux mourir de votre mort éveillée. Plus tard, quand je serai bien vieux, prêt à rendre gorge, quand ma vie entre quatre murs finira entre quatre planches ou en fumée, mon dernier râle sera un désir post-mortem. Un désir ardent pour que vive la poésie et qu'elle ne meure qu'avec la fin du temps. Se ruiner pour ne pas se ruiner l'âme ne pose des problèmes qu'aux autres. Puisque je vous le dis,